Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 40. Et dans cette chronique, je vais essayer de défricher, faire en sorte qu'on puisse comprendre ce que l'on établit aujourd'hui comme étant, que beaucoup de détracteurs établissent également comme étant le marxisme culturel ou le freudo-marxisme. Alors, un peu d'histoire avant de rentrer, je dirais, dans le vif du sujet. On peut considérer aujourd'hui que le freudo-marxisme désigne des mouvements, des écoles, des penseurs, des psychanalystes, ou même des philosophes qui ont rapproché théoriquement le marxisme et la psychanalyse. Je dirais pourquoi j'appartiens à un courant qui est diamétralement opposé à celui-là. On aura l'occasion de l'expliquer après. Alors, en étant un peu objectif, en évitant les sobriquets bien entendu, car la chose serait aisée et trop facile, les conditions socio-économiques et les inconscients individuels, je dirais dans leurs rapports et leurs interrelations, les implications réciproques, politiques et sociales de ces mouvements font qu'effectivement, le freudo-marxisme émerge au milieu, je dirais, et à la psychanalyse à la fin du XIXe siècle. Certains communistes assimilent d'abord la psychanalyse à une biologie décadente, que les choses soient claires là-dessus. Certains analystes tentèrent de constituer une psychologie sociale en articulant l'analyse freudienne des processus psychiques et l'analyse marxiste des processus sociaux. Ceci étant, car je vais essayer de rester, je dirais, le plus objectif possible, pour aussi faire comprendre ce que ces individus, pour ceux qui y croient réellement à cette théorie que je qualifierais, et cela, je sors un petit peu de mon objectivité pour préciser que selon moi, cette théorie est assez oxymorique. Enfin bon. Revenons au freudo-marxisme. Considérer que ce courant a été désigné, je dirais, comme freudo-marxiste, en dépit, bien entendu, de son hétérogénéité. C'est une évidence. À l'opposé, un autre exemple, Bernard Gorlich, par exemple, le freudo-marxisme, qui selon lui est un courant de pensée qui serait la psychologie des profondeurs appliquées aux sciences sociales. Et dans cette vision, la mouvance freudo-marxiste synthétiserait l'espoir révolutionnaire inspiré par Karl Marx et l'art d'interpréter, issu, je dirais, de Sigmund Freud. Alors, les objectifs respectifs de la psychanalyse et du marxisme, qui est bien entendu de libérer, selon eux, le sujet de sa névrose, et on passe de névrose, où auparavant on parlait d'aliénation, donc on change également les termes, donc je disais bien sa névrose pour le premier, et affranchir les classes ouvrières de la servitude pour le second. Alors s'il purent engendrer, je dirais, une représentation du monde, s'entend dire en pratique très très mal, les multiples et diverses théories issues du freudo-marxisme ne furent pas acceptées par l'international qu'on appelle psychoanalytique, association. Le mouvement communiste international, quant à lui, décrira d'une façon définitive le freudo-marxisme comme une science bourgeoise et de névrose, des hautes instances, au droit à la paresse. C'est à partir de mai 68 que le freudo-marxisme modifie la représentation de la psychanalyse et le freudo-marxisme reconnaît l'historicité du sujet. Freud étant, je dirais, un réfractaire à ce courant qui comprend par exemple, et par ordre
je dirais, alphabétique, des gens comme Siegfried Bernfeld, les sœurs Bernstein, Paul Verdern, Otto Pfennichel, Pierre Fougerella, Joseph Karl Frinjung, Kate Friedlander, Karl Furmüller, Margaret Hilferding, Herbert Marcus, très connu, Heinrich Meng, Wilhelm Reich, qui est un des théoriciens, et Nildo Viana. C'est très allemand, hein. C'est oui. Nous ne sommes pas très éloignés de l'école de Francfort. Ou alors nous sommes plein pied dedans. Alors, sans trop insister sur les divergences soulignées par plusieurs auteurs à propos de la relation entre le freudisme et le marxisme, il est intéressant de constater qu'un bon nombre de psychanalystes pionniers étaient résolument, je dirais, engagés à gauche. Rappelons également le renouveau dans les études marxistes provoqué par et pour Marx de Louis Althusser. Vous vous rappelez ? Le maître de Bernard-Henri Lévy. Alors Louis Althusser parut en 1965, lecture marxiste menée à l'aune des théories psychanalytiques freudiennes et lacaniennes, d'une part, des recherches en sémiologie, d'autre part. Bien entendu, le courant dans lequel je m'inscris est le courant de Michel Clouscar, qui a polémiqué contre les freudo-marxistes et qui n'a pas hésité, lors de son vivant, à, je dirais, écrire et expliquer pourquoi le ce que j'appelle le freudo-marxisme, rentre de plein pied dans l'idéologie du désir, que avait défini Clouscar dans ses prestigieux ouvrages, comme Néofascisme, idéologie du désir. Donc, pour ne pas aller trop loin, je voudrais dire que, effectivement, le freudo-marxisme, qui a cette capacité d'adaptation et de pouvoir s'adapter à toutes les formes, je dirais, de structure économique et de pensée classique, alors effectivement, on peut aujourd'hui établir que, je dirais, le freudo-marxisme utilise la dialectique non seulement du sexe, une forme de synthèse hétérogène, une sorte de version féministe du freudo-marxisme de Freud et de Reich, des idées de Marx et d'Engels et de Simone de Beauvoir pour élaborer sa propre théorie du féminisme. Bien entendu, cette théorie a évolué. Nous avons une deuxième vague du féminisme aux États-Unis, optimiste quant à l'utilisation de la technologie. Firestone, par exemple, préconise l'usage de celle-ci afin de se libérer des inégalités de genre qui seraient, selon aggravées par un caractère biologique des corps féminins. Il y a, je dirais, nombre et légion, pléthore de gens qui militent ainsi en faveur de la cybernétique, de la contraception, de l'avortement et du soutien étatique à l'éducation des enfants, afin de permettre aux femmes d'échapper aux contraintes liées à la maternité. Firestone, par exemple, soutient aussi la fécondation in vitro, ainsi que la sélection sexuelle du sexe de l'enfant à naître. On peut aussi considérer également qu'il y a un soutien, je dirais, une sorte d'instance, ce qu'on appelle la cybernation, où les processus d'automation industrielle qui modifieraient les formes de travail et de production sociale. Toujours selon Firestone, qui milite en faveur de l'amour libre, de la libre expression sexuelle, d'une société post-patriarcale, qui mène au dépérissement de la famille nucléaire et à l'instauration de communautés intentionnelles vivant dans un cadre d'une société anarcho-capitaliste, et dont effectivement une multitude d'individus ont su, je dirais, faire ce judicieux mélange entre la conception des surréalistes parisiens,
attaché bien entendu au matérialisme dialectique, et qui, pleinement dans le freudo-marxisme, assument, je dirais, leur penchant, et c'est surtout par exemple André Breton, lecteur de Marx, de Freud, de Hegel, de Fichte, Feuerbach et Nietzsche, qui puise dans la philosophie des idées, lui permettant de faire dialoguer les discours poétiques et politiques d'une manière originale, réactualisant, je dirais, la philosophie romantique dans une invention toujours recommencée d'une philosophie de l'amour et de la révolution, détachée de toutes les obligations liées au bolchevisme ou au socialisme ouvrier, cherchant à démontrer que le monde réel et le monde du rêve ne font qu'un. Breton examine les différentes théories qui ont, je dirais, proposé une interprétation du rêve en s'arrêtant longuement sur celle de Freud, dans une perspective franchement révolutionnaire, décapante. Donc finalement, Marx serait un vieux dinosaure, inutile, notamment dans sa critique des essais sur les vases communicants de 1932, dans sa visée d'un art révolutionnaire, d'une libération totale de l'homme. Allant plus loin, il associe les deux mots d'ordre transformer le monde et changer la vie, l'unité du rêve et du réel et passant dans une profonde transformation sociale. Toutefois, il n'y a pas une philosophie du surréalisme, selon le terme de Ferdinand Alquier, mais bien des philosophies, dont le Breton, oscillant entre discours systématiques et bricolage idéologique, plus aventureux, allant successivement de l'idéalisme absolu à la dialectique des années 30 du freudo-marxisme et au libéralisme libertaire néo-capitaliste et libéral, et dont aujourd'hui nous pouvons qualifier effectivement cette tendance qui est faite de briques et de braques, assez, je dirais, assez bricolée. Bien, voilà, j'ai essayé de faire une analyse rapide de ce qu'on peut qualifier sur le marxisme culturel et le freudo-marxisme. Alors, pour bien illustrer, je sais que beaucoup de gens vont se poser la question, pourquoi j'ai mis effectivement l'école de Francfort, Freud et Trotsky, simplement pour rectifier le tir chez certains individus qui font, peut-être sans le savoir, une confusion des genres. Alors, effectivement, il y a des gens qui ont utilisé le marxisme comme discours contre-culturel, contre l'autorité, mais attention, pas contre l'exploitation. Ce ne sont pas des individus qui auraient le souci d'apporter une alternative ou des moyens pour comprendre comment fonctionne le capitalisme. Comment serait-il possible d'élaborer un système socialiste ou la problématique de la planification, par exemple. Alors il y a un pouvoir, le pouvoir du professeur à l'école, le pouvoir du père qui est d'origine bourgeoise, le pouvoir de l'État, le pouvoir du patron. Enfin, à mesure que certains événements de l'histoire le permettent d'obtenir chez ces individus un petit pouvoir, dans l'administration, dans le monde de l'entreprise, dans l'école, dans les médias, et par le biais, effectivement, de situations conflictuelles dans les événements de l'histoire, nous pouvons dire qu'effectivement, ne pouvant être, je dirais, contre le patronat, car eux-mêmes devenus, par le biais de différentes évolutions, un peu patrons, ce qui demeure et ce qu'il reste finalement de cette idéologie, c'est d'être contre l'État, contre la phallocratie, et nous devons éviter ces pièges, absolument. Il s'agit plus, et c'est pour ça que je tiens à remettre les choses à l'endroit, il s'agit plus de trotskisme culturel ou du freudo-trotskisme que de freudo-marxisme ou de marxisme culturel. Les mots sont piégés.
bien entendu, qui est très bien défendu par une certaine gauche bobo, très médiatique, et surtout formée depuis les années 80 par le biais du Parti socialiste aux affaires. Alors tout ce petit monde a été trotskiste en mai 68 et su se recaser dans le modèle de la social-démocratie dans un premier temps et dans le libéralisme libertaire dans un deuxième temps. Certains même sont devenus des néoconservateurs ayant conservé certains travers ou attitudes de cette idéologie antérieure. Principe de liberté contre l'État, contre les règles, pour la liberté individuelle, la liberté d'entreprendre. Alors évidemment, ils sont contre le pouvoir de la famille, ce qu'on pouvait classifier comme étant des pouvoirs de tradition, tels que par exemple l'image du père, donc le père sur la femme, le pouvoir de l'homme sur la femme, le pouvoir du père sur les enfants, etc. Ils sont pour des pédagogies libertaires, ne l'oublions pas. Il faut tout d'abord préciser que le système économique fonctionne même si les gens ont des conceptions complètement idiotes. La société, en tant que système social, a des règles qu'il faut décrypter par la sociologie, par l'économie, et qui font que même des gens avec les idées les plus farfelues sont quand même des agents de l'économie et de la société. Donc même, ils ne sont pas seulement acteurs, mais ils sont également spectateurs. Prenons un cas d'espèce qui, à mon sens, est très très révélateur. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Nous sommes en train de fêter la commémoration, aseptisée bien entendu, de mai 68. Il y a un élément qu'on ne mentionne nulle part, ou peu ou prou, peut-être dans des milieux avertis ou des milieux extrêmement réduits. C'est que mai 68 a canalisé des étudiants, également, je dirais, des ouvriers, et les étudiants furent très loin des ouvriers à l'époque. Donc le mai 68 des ouvriers, c'est autre chose que le mai 68 des étudiants. Mais il y a eu un tel effet de sidération dans le système que tout fut paralysé. Il faut savoir que ce ne fut absolument pas les mêmes gens. Et ces personnes que l'on appelle les 68ards, les Sauvageaux, Guesmar, Cohn-Bendit et consorts, il faut que les choses soient claires. Ce ne sont pas des 68ards, ce sont des individus qui ont été formés dans la dissidence par rapport aux étudiants de l'Union communiste des années 60, des années 50 et 60, pardon. Et là est la nuance. Il y a eu donc toute une mouvance gauchiste qui a voulu doubler à gauche le Parti communiste français, qui ce dernier était jugé trop patriotique et consensuel, aligné sur le mode de dialogue avec le général de Gaulle par exemple. Il faut savoir que les personnes qui ont pris la tête des mouvements de mai 68, les mouvements maoïstes par exemple, des mouvements trotskistes, il faut comprendre que dans le cas d'espèce de Krivine, par exemple d'Alain Krivine, n'apparaît pas en 1968. Il était déjà responsable de la JCR, donc la Jeunesse communiste révolutionnaire. Il était présent depuis les années 60, et ce fut donc un enchaînement historique entre l'UNEF de la guerre d'Algérie, effectivement, qui avait su, je dirais, donc beaucoup d'étudiants de haut niveau intellectuel, dont certains sont restés des leaders, et ont pris la tête de ces mouvements, et ont eu comme objectif, ou comme seul objectif, de détruire ou de foutre en l'air, excusez-moi l'expression, je n'ai pas d'autre expression, le Parti communiste français. Et ont peur de considérer que cela a sonné la fin amorcée du totalitarisme, et c'est une chose qu'il faut bien comprendre. À partir de là, on commence à s'apercevoir
qu'il y a en fait une fin de ce qu'on peut appeler le totalitarisme. Alors, bien entendu, certains vont me dire, mais comment ça, le totalitarisme a toujours existé dans les pays de l'Est? Bon, il faut bien comprendre que quand on parle de totalitarisme, on parle de sémantique et on parle de totalité. Car on peut constater à cette époque qu'il y a un modèle soviétique, un modèle chinois. Les Tchèques ne sont pas en reste. Il y a le cas hongrois, l'autogestion yougoslave, etc. Alors ce qui diffère de la discipline classique marxiste, qui au fond avait été établie comme étant un modèle d'obéissance. Et le pire, c'est que ces individus qui ont dénoncé le marxisme ont soutenu les thèses, je dirais, les plus totalitaires. Rappelez-vous, s'agissant de Bernard-Henri Lévy, le fameux BHL, le bazar de l'hôtel de ville, par exemple, fut disciple d'Althusser, et qui ce dernier se prétendait être stalinien. Nous avons également André Glucksmann. André Glucksmann, qui avait, je dirais, à la fin de sa vie, fait l'éloge des néoconservateurs américains, en son temps avait écrit avec Serge July, ex-patron de Libération, un petit opus, un ouvrage que je vous invite à lire et qui s'intitule Préparer la guerre civile. Et le haut du pompon, un personnage comme Jean-Claude Milner, qui est un linguiste et qui rencontre Alain Badiou, Béni Lévy, qui ce dernier fut secrétaire de Sartre, et tous ces individus, il faut le reconnaître, ont fondé un Normal Sup, je dirais, de la gauche prolétarienne. Pour info, Glucksmann avait honte quant à la question d'un rappel de ce qu'il avait été. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Alors tous ces distrions avaient, en plus à l'époque d'être les seuls à avoir compris la prétention d'être les principaux, je dirais, analystes de la doctrine de Mao, sans avoir, bien entendu, été en Chine populaire. Et qui, de nos jours, ces mêmes individus sont pique-panque contre la Chine. Cela devient comique finalement au fond. Alors ils ont su bien s'implanter chez les éditeurs, ils ont tellement de réseaux, de relations dans toute l'intelligentsia parisienne bien entendu, ils sont tellement de compromissions et de droits d'auteur qu'ils peuvent clouer le bec à tout le monde, soyons honnêtes. Et le plus grave de tout, c'est qu'ils sont des crapules et des imposteurs, voire des impostures. Alors, je sais que je vais faire un peu grincer les dents, mais c'est important. On peut définir l'imposture française à la limite avec l'arrivée de la Révolution française, bien qu'il y ait eu à boire et à manger. Donc je parle de 1789. Et finalement, au fond, c'est toute l'histoire du XIXe siècle, il suffit d'étudier l'histoire constitutionnelle de la France. La France est un pays qui a connu beaucoup de soulèvements et qui a connu beaucoup d'extrémisme en parole, mais très peu dans les actes. Quant à la lucarne de la connaissance historique, on peut s'y apercevoir que finalement, au fond, tout est resté dans une certaine logorée. Nous pouvons également constater que les Français sont toujours prêts à embrasser une utopie et à s'y verser à condition que ce soit les autres qui se mettent dans l'utopie, bien entendu. Dans la mesure où leurs intérêts sont protégés. Comment être marxiste-léniniste dans la fonction publique, par exemple, sans trop s'investir avec une certaine forme d'opportunisme? Cela, c'est une boutade. Il faut bien comprendre que 60% tout d'abord des Français sont propriétaires de leur logement, ce qui est quand même un fait acquis. Souvent, nous constatons le sobriquet collé à la France comme étant un pays marxiste par des détracteurs, américains ou pro-américains, mais l'on oublie de préciser que chez ces individus faisant l'éloge du capitalisme et du libéralisme ou du néolibéralisme, ce sont eux-mêmes, je dirais, ils ont été eux-mêmes, dans les années 60, freudo-marxistes. Bien entendu, affranchis ensuite du marxisme. Prenons l'exemple, je donne un exemple qui est révélateur, George Friedman, qui dirige Stratford et également la CIA.
Le premier ouvrage qu'il a rédigé fut le commentaire de l'école de Francfort. Et je vous invite également à le lire, un puissant opus manifeste à la gloire du freudo-marxisme. Adorno également n'y échappe pas. Lors de ses voyages aux États-Unis, il a effectivement donné des cours à des cadres importants de la CIA. Et donc, il ne faut pas oublier que il faut bien comprendre que ces gens n'y ont pas échappé afin de mieux assouvir dans le capitalisme et le mondialisme le concept de liberté. Et ça, c'est une chose qu'il faut pouvoir prendre en compte. Beaucoup de néoconservateurs ont été des trotskistes, et j'insiste sur ce fait-là. Et dans leur jeunesse, et parlons également de Yves Roquereau, un grand normalien, un fou, mais un génie dans sa partie. Il a fondé un mouvement intitulé Free Europe. Il était conseiller et écrivait des discours de Claude Guéant. Son itinéraire est également révélateur. Ancien trotskiste, il est passé au judaïsme et il a écrit La puissance de la liberté en hommage aux États-Unis. Bref, il est devenu néoconservateur et considère lui-même que son itinéraire a été positif pour devenir ce qu'il est de nos jours. Et c'est très intéressant car il justifie en reprenant l'histoire, en étudiant absolument trait pour trait de ce que l'on a imposé les traités des colons américains aux tribus indiennes afin de démontrer qu'il y a toujours eu le respect du droit naturel par les Américains quand ils ont soumis à la colonisation les Indiens. Il a même poussé je dirais, le pro-américanisme jusqu'à là, et je dirais que c'est du grand art. Alors certains intellectuels néoconservateurs ont troqué le messianisme du prolétariat pour le messianisme, une certaine conception du sionisme, ou même si ce mot est un peu galvaudé, sorte de conception, je dirais, messianique du peuple juif. Alors pour ces mêmes personnes, les États d'Europe, je dirais qu'en toute réalité, n'ont aucune légitimité. Beaucoup de penseurs néoconservateurs, et je vous invite à lire leurs ouvrages, qui sont des ouvrages de qualité, considèrent qu'il n'y a pas de légitimité européenne car menant inexorablement à la guerre. Bref, toute l'histoire en France est faite par des trahisons, des postures d'imposture. Prenons l'exemple de la Révolution française. Quelque temps après, tout le monde s'est finalement aligné derrière Bonaparte. De toute manière, ce que les néoconservateurs doivent au marxisme, c'est d'être des intellectuels engagés. Ils ne se contentent pas d'élaborer des théories dans les universités. Ils veulent intervenir dans le domaine de la politique. Pour beaucoup de trotskistes, ne pouvant détruire le Parti communiste afin de devenir les véritables dirigeants, ils n'ont eu de cesse ou de choix que de devenir les conseillers de d'autres chefs par d'autres moyens pour détruire le Parti communiste, plus exactement, faire basculer l'Union soviétique dans, je dirais, la destruction. C'est le problème des représentativités finalement devant la masse. Le problème de ces gens-là, c'est d'avoir étudié l'économie en philosophe et non pas en économiste. Pour beaucoup, ce sont des individus qui avaient des connaissances insuffisantes en économie. Je tiens à citer de vrais économistes qui n'ont pas changé d'un iota, comme par exemple Paul Boccara, Frédéric Boccara, Anissa Leport et bien d'autres. L'erreur, c'est de croire qu'il y ait une théorie qui permettrait, je dirais, d'aborder ou d'élaborer toute la pratique, et ce qui est à mon sens une erreur. Dans la pratique, il y a des tas d'éléments que l'on ne contrôle pas. Beaucoup d'impondérables, aucune théorie ne peut comprendre finalement au fond la réalité. Alors voilà, je voulais faire une petite explication rapide, une remise en place ou une remise en ordre de ce qu'on peut appeler en définitif, sans rentrer dans les mécanismes explicatifs, du freudo-marxisme. Et en fait, le terme est injustement décrié puisqu'on devrait plutôt parler de freudo-trotskisme.
Bien qu'aujourd'hui, ces gens-là se disent ouvertement néolibéraux, anarcho-capitalistes, ultra-capitalistes, mais ont amené des idées qui viennent effectivement, je dirais, de leur formation du trotskisme, ou pour certains du marxisme. Vous voyez comme les choses ne sont pas si simples que ça. Alors il y a eu un pan de marxistes qui sont restés, je dirais, dans la doxa originelle, tels que par exemple Jean Salem, Domicolo Surdo, Michel Ploskar également. Donc il y a des éléments qui font que le socialisme qu'il y avait en Union soviétique, tant à dire, n'était pas rentré dans cette logique freudo-marxiste. Le Parti communiste français, jusqu'à l'accord de Grenelle, considérait que le freudo-marxisme était un cancer qui n'avait rien à voir, finalement une sorte d'élaboration d'un marxisme de la bourgeoisie et détenant du pouvoir et des sphères de l'argent. Donc, j'espère que j'ai pu être un peu explicite, pas trop compliqué dans mon analyse, concernant le trotskisme culturel ou le freudo-trotskisme. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique.